fait, par ailleurs, entre, ses émissions, la mission qu'elle produit, de gastronomie sur la radio-télévision de Tunis International et je rappelle qu'elle a écrit un livre Piment et compagnie qui a reçu le prix, Gourmand Award en 2023. Chers collègues, à vous la parole. Merci, chère présidente. Je vais essayer de respecter l'horaire. Bon, avant de commencer, d'abord, je voudrais remercier, mes collègues, pour, les efforts déployés, pour l'investissement consenti, pour leur opiniâtreté dans l'organisation de ce magnifique colloque. Je remercierai particulièrement Sihem Debebi, pour m'avoir enrôlée dans cette, aventure qui m'a menée avec ces drôles de dames à beaucoup d'événements, assez savoureux. Et je la remercie également d'avoir fait de mon passe-temps, finalement, un objet de recherche à plein temps qui a fait que, dans le cadre de ce colloque, j'ai eu l'idée, j'espère qu'elle est bonne, de mettre mes modestes compétences, celles qui sont inhérentes à la spécialité d'où je viens, à l'alimentation en fait, et à m'interroger surtout et à me positionner par rapport à la problématique proposée par ce colloque, puisqu'il s'agit de tradition, d'innovation, de créativité. Donc, je me suis penchée sur la littérature gastronomique, donc je me suis penchée sur le livre de cuisine et bon, ce travail m'a pris beaucoup de temps, donc j'ai lardé autant que faire se peut. J'ai réduit la sauce dans la mesure du possible. Vous trouverez tous les détails les publications des actes de ce colloque. Là, je vais essayer de vous donner l'essentiel des constats et des conclusions auxquelles je suis arrivée et qui sont, me semble-t-il, assez intéressantes. Alors, il faut savoir que en Tunisie, le premier livre alors, vive la technologie, j'espère que je vais pouvoir m'en servir. Voilà le premier livre de cuisine, d'ouvrage tunisien sur la cuisine. Il s'intitule La véritable cuisine tunisienne. C'est un ouvrage d'un juif tunisien, Jacques Vehel, qui a été à l'initiale du genre, et c'est un genre qui est resté très timide pendant très longtemps. Cependant, je souligne au passage que ce monsieur Jacques Vehel apparaît quand même comme le premier mobilisateur de mémoire faisant œuvre de préservation et de transmission. Et donc notre objectif aujourd'hui et l'objet de ce travail, c'est d'explorer les entreprises de conservation et les formes d'innovation du livre de cuisine. Et donc, j'ai fait un choix assez subjectif, certes, c'est d'abord un choix un peu obligé aussi parce que je me suis penchée sur les ouvrages majeurs, optionnellement sur leur disponibilité. Et je me suis penchée bien sûr sur la littérature francophone, parue en Tunisie ou à l'étranger, et donc qui ont traité des recettes, ou en tout cas qui ont essayé de transmettre ces recettes de la cuisine tunisienne. J'ai épluché quelque chose, comme on reste dans la métaphore, hein, je ne peux pas m'empêcher, hein, voilà. Donc j'ai épluché quand même plus d'une douzaine de livres, sachant qu'à la BNF, 25 livres de littérature gastronomique tunisienne sont recensés entre 2022 et 2023. Donc, on a affaire à une littérature qui est centenaire. Alors, première remarque, la chose qu'il faudrait souligner d'abord, c'est que ces livres ont vu au moins une réédition, sinon plus. Vous voyez, par exemple, la cuisine tunisienne de Jacques Vehel. Là, vous avez la juive tunisienne. Ici, une famille de voilà, réédition. Ce livre donc a été publié aux éditions Saliba en, en 2000, en 1922, pardon. Et donc, en 2023, nous sommes dans une littérature qui est centenaire. Et dans cette littérature centenaire, les livres ont des formes quand même assez diverses, puisqu'on va du simple recueil au carnet de recettes familiales ou au beau livre organisé et illustré de croquis et de photographies. Et on va les voir au fur et à mesure. Soulignons au passage que sur ces 100 ans de littérature gastronomique, de livres de recettes, ce sont essentiellement des voix masculines qui ont consigné ces recettes et majoritairement des juifs tunisiens dont l'attachement aux traditions alimentaires est aussi légendaire qu'indéniable. Donc,
l'objectif de transmission et d'affirmation identitaire dans ses livres est affirmé de façon plus ou moins explicite. Et le livre de Jacques Véel est donc le premier dont on va parler. Donc, il est sorti en 1922. Il a vu plusieurs rééditions et il mentionne manuel pratique et complet. Il propose 200 recettes ainsi que des 200 recettes donc de plats ainsi que des recettes de pâtisserie et des renseignements. Signalons aussi au passage que la plupart de ces livres proposent des lettres préfaces, des avant-propos, justifiant un petit peu leur entreprise de patrimonialisation. Celui-ci, par exemple, il comporte une lettre préface du docteur Henri Settebon, ex-assistant du professeur Combe, etc., spécialiste des maladies du tube digestif. Et c'est assez curieux parce que la plupart du temps, tous ces médecins que l'on cite, ils sont là un petit peu comme un faire-valoir, comme une façon comme un justificatif de la pertinence de leur publication et de la valeur, ou en tout cas c'est une sorte de consécration en fait de ces recettes de cuisine tunisienne. Alors, que dit ce livre? Il nous dit entre autres, par exemple, que ce livre sera lu, enfin, il se propose de combler une lacune et il dit « Ce livre sera lu avec beaucoup d'intérêt tant par les nouveaux venus que par les Tunisiens de vieille souche ». Et il nous propose des recettes qui sont souvent, alors c'est de courts paragraphes, écrits à l'infinitif, pas de détails d'ingrédients ou de temps de cuisson. Les titres sont en français et en judéo-tunisien. Par exemple, l'omelette au goujon, elle est traduite Haïnag Esfitagine. Halwa système de Smyrne est la traduction de Halwat Batrok, c'est ainsi qu'il a transcrit. Et puis on y retrouve, et c'est ça qui est intéressant, des recettes qui sont très très inattendues. C'est comme ça que j'ai croisé la recette des feuilles de cactus à la viande ou en salade, des kalsanikus, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas il dit que ce sont des sortes de raviolis tunisiens, ou encore celle de la confiture d'écorce de melon et de pastèque. Donc ça, c'est à creuser. Je vais proposer à Cyril Lignac de le faire. Alors, bien sûr, la table des matières est alphabétique, les recettes ne sont pas classées par catégorie, on passe des fruits, des légumes, à la chasse, à la pêche, il y a même un chapitre qui est consacré aux eaux minérales, ce qui est assez curieux. Et puis, les illustrations sont très amusantes parce qu'il y a des figures féminines, par exemple pour la recette de la harissa, ou de la mlocheya d'ailleurs, des fleurs pour les tfina, un pan pour les noix, une théière pour l'omelette à la boutarde. Bon, c'est très folklorique, hein. Dans la même veine et de la même facture, on a, alors je n'ai pas la couverture initiale, mais on a le livre de Bernaudot, André Bernaudot, Homme Taïeb, qui paraît en 1937. Alors lui aussi, il nous propose un avant-propos, il décrit la déception de l'Européen de race à la table d'un musulman tunisien, n'est-ce pas? Et puis cet Européen de race qui goûte des mets étranges de la cuisine arabe. Et donc, lui aussi, donc, il se propose de consigner toutes ces recettes qu'il a puisées chez les gargotiers, chez les familles musulmanes. Et il dit qu'il n'en a retenu que les plus originales, et il dit aussi que que son ouvrage n'est ni volumineux ni complet. Effectivement, on a affaire à 93, uniquement 93 pages. Ce qui est amusant ici aussi, c'est que les recettes ne sont pas classées par rubrique. Elles sont à la première personne ou à la troisième personne du présent de l'indicatif. Et puis, elles sont assorties aussi, comme dans le livre de VL, de titres qui sont mentionnés dans les deux langues. Bien entendu, la caractéristique qui est frappante, c'est que la plupart de ces livres commencent tous par la recette du couscous, je cite, plat national des indigènes d'Afrique du Nord, bien qu'il ne soit en réalité qu'une préparation culinaire destinée à remplacer le pain. Et puis, donc, il nous propose comme ça en enfilade des recettes, en nous disant, de toute façon, il n'y a pas de logique parce que les ragoûts et les rôtis, les plats gras et les plats maigres se succèdent presque au petit bonheur, comme l'amour. La cuisine tunisienne n'a jamais connu de loi et donc forcément pas son livre non plus. Il nous donne aussi des recettes assez étranges. L'iragouèche, je ne sais pas ce que c'est, mais il nous dit que c'est un tagine bounarine aux anchois. Il nous donne aussi la recette du garrot, qui est un cannelloni farci de marmout, je ne sais pas non plus. Et typographiquement aussi, le sommaire est une suite de titres, de numéros de pages, etc. En tout cas, pour ces deux livres, il y a un amalgame entre cuisine tunisienne et arabe, tunisienne et juive, dans un savoureux méli-mélo colonialiste.
Et puis, ces 2 ouvrages, en fait, sont riches de leur singularité, ils n'obéissent à aucun canon, ils sont très attachants, moi j'ai adoré, hein, par l'exotisme qui leur donne tout leur intérêt. Ils sont très proches du style oral et nous donnent en fait des recettes qui sont courtes, avec un déroulé assez monotone. En tout cas, ils se présentent dans la catégorie livres pratiques, hein. Et ça, là, nous sommes dans la première, j'allais dire génération. La seconde génération débute un petit peu plus tard, les premières années d'après l'indépendance, sort le fameux livre, notre livre de chevet à toutes, l'ouvrage de Mohamed Kouki, La cuisine tunisienne d'Om Xanef, hein, le voici, qui est incontestablement la première référence en matière de gastronomie tunisienne. Alors lui, il est préfacé par le professeur Zohaïr Khalel, qui est un éminent médecin, avec de belles illustrations de Zubair Toki. Ce sont 500 pages avec un index alphabétique illustré de 120 planches, et c'est un livre qui se veut le plus complet possible. Et en diététicien, parce que l'auteur est un diététicien, il souligne que que c'est une première étape dans l'élaboration d'un traité complet de l'art culinaire en Tunisie, et il est conscient que que ce premier recueil est un point de départ précieux. Alors il nous donne tout, lui, hein, il recense les recettes et il met l'accent sur leurs valeurs alimentaires de façon quantitative et qualitative. Il calcule de façon aussi précise que possible le contenu de chaque plat et il dit, et clairement, explicitement, il s'agit de préserver de l'oubli une partie du patrimoine national. Et donc, pour la première fois, il est question de transmission. Et bon, dans la foulée, bien sûr, et sous un label déjà éprouvé, il nous sort la cuisine et pâtisserie tunisienne en 77. Ce sont 650 recettes de la cuisine et de la pâtisserie tunisienne. Et il précise, en tout cas dans son avant-propos, qu'il a traduit, actualisé et condensé une édition qui était lourde et il en a fait un livre plus maniable, facile à consulter et d'un prix, précise, relativement modique. Alors celui-là, je l'ai découvert, alors ça c'est différentes éditions, encore une, encore une. Et dans la préparation du menu d'aujourd'hui, j'ai eu l'agréable surprise de découvrir ce livre que peu de monde, enfin les personnes qui s'intéressent à la question, que peu de gens connaissent. En 74 paraît La cuisine tunisienne, c'est un livre de Jean-Pierre Taillandier, paru donc à la STD, 161 pages, avec un index de mots culinaires, de noms de pâtisseries. Bon, ici, les recettes sont classées en rubriques. Elles vont des ustensiles de cuisine à ceux de la préparation du thé vert, thé rouge au café turc. Et alors, ce qui est curieux et qui m'a frappé, c'est qu'il consacre quand même tout un chapitre, tenez-vous bien, aux boissons, aux liqueurs, comprenant bourra, tibarine, seltia et stella, les vins, les meilleurs crus, avec une longue énumération, oui, c'est assez curieux, oui. Et puis relevons également, aussi, c'est ça qui m'a interpellée, il y a des recettes quand même qui sont un petit peu bizarres, curieuses, en tout cas, je ne les ai jamais croisées. La sherbaslim, page 15, c'est une soupe au poulet et la viande hachée. Ma chère Siem, on va mettre en application. Les crevettes malsoukha, c'est de la malsoukha farcie d'une sorte de hège aux crevettes et passée au four. Et puis surtout, le poulet malsoukha, c'est un quart de poulet frit entre deux feuilles de malsoukha. Donc des recettes qui sont assez inattendues. Cet ouvrage comprend 11 recettes de la cuisine judéo-tunisienne et il nous décrit, et ça c'est très amusant, un repas typiquement tunisien dans lequel, attachez vos ceintures, mesdames, la femme traditionnelle tunisienne est une remarquable maîtresse de maison. Elle vous reçoit en fouta, le faites-vous, mesdames. Elle vous reçoit en fouta. Et elle vous sert du thé noir parfumé d'ambre. Ça, j'aimerais bien connaître la recette aussi. Bon, c'est très folklorique, en fait, hein. Et donc, nous sommes en 74. Moi, j'ai adopté donc une logique chronologique, ça m'a semblé la plus pratique. En 76 paraît le premier livre féminin, c'est celui de Zayn Bent Karak, qui nous offre la sofra, cuisine tunisienne traditionnelle. Et elle nous dit que dans ce premier ouvrage féminin, elle s'inscrit dans la transmission et elle souligne que les jeunes filles d'aujourd'hui sont préoccupées par leurs études, les pauvres. Et elles ne peuvent s'attarder à préparer un plat. Donc voilà un recueil utile pour faire plaisir à la belle famille et au mari. Et donc elle nous donne un livre avec un index alphabétique qui renvoie à des numéros de formules. Bon, c'est vraiment le cahier de recettes familiales, hein. Et, oh, pardon,
Ah là, la Sofra, ça c'est la première édition. Elle a connu beaucoup de rééditions. La Sofra, c'est un petit ouvrage, voilà, plusieurs rééditions, dans lesquelles les coquilles, la présentation, rien n'a été revu, donc c'est vraiment dans le jus, hein. Et en France, pareil, une année plus tard, en 77, un livre qui va faire un va faire couler beaucoup d'encre, en tout cas, a imprimé beaucoup de papier, parce qu'il a connu beaucoup de rééditions. C'est le livre d'Edmond Zeytoun, en 253 pages. On a 250 recettes classiques de la cuisine tunisienne, avec des dessins, des photos accompagnées de légendes. Et lui, alors, il relève de nombreux points communs entre la cuisine arabe et juive, dont la dénomination des mets, la façon de les préparer et surtout l'emploi d'épices et de condiments, tenez-vous bien, qui aromatisent et colorent agréablement les viandes, les poissons et les légumes, contribuant à rendre les mets un tant soit peu aphrodisiaques. Là, c'est intéressant. Et il souligne la valeur nutritive, diététique de cette nourriture étudiée par des personnes compétentes, dont lui aussi, il fait appel. Alors lui, il cite par contre le docteur Burnet, Étienne Burnet, que nous connaissons tous en tant que Tunisiens. Il s'appuie sur son enquête sur l'alimentation en Tunisie. Et ce qui est dans ce projet de conservation et de transmission, il nous présente donc, je cite, des plats exotiques et originaux de la pure cuisine traditionnelle qui, à mon grand regret, a tendance à se perdre. Et en véritable guide, et c'est ça qui est curieux aussi, les dernières pages du livre nous indiquent où trouver les produits nécessaires à la cuisine tunisienne. Et il nous donne toutes les adresses à Paris, en province, en Belgique et jusqu'au Canada. Donc, c'est des détails qui, en tout cas, que je trouve savoureux, hein. Et tout de suite après, en 98, alors lui, Edmond Zeytoun, vous allez voir. Ah bon? Non, pas 5 minutes, tu triches, Hayet, C'est parce le que téléphone. parce que tu en as pris 5 des 5 minutes. Donc Regarde, voilà les couvertures. je laisse. Alors pareil, Je regarde. de mère en fille, la cuisine de André Zanamura. Et elle aussi, donc, elle se propose de restituer le patrimoine culinaire. Alors plusieurs éditions aussi. La cuisine en Afrique du Nord est un livre d'Aïdé Tamzali, dans lequel de très belles photos, certes, et dans lequel, alors elle précise qu'il y a des tours de main, des petits secrets qu'elle va nous livrer, etc. Et la troisième génération démarre avec Jacob Lelouch, Tranche de vie et pain perdu, un livre dans lequel il inaugure un style nouveau, puisque dans ce grimoire de recettes de mère juive, vous allez méditer sur les proverbes judéo-tunisiens qu'il a sortis de chroniques. Il nous donne par exemple il nous précise en tout cas que les recettes sont portées par une langue et que les auteurs se font fort de restituer au moins par bribes cette langue qui va restaurer le passé avec lequel elle renoue. Donc il nous sort des proverbes du type autrement dit, si un voleur t'embrasse, compte tes dents, ou encore, ça c'est aussi intéressant, épouse l'alcoolique, le joueur, mais pas le gourmand. Et dans la foulée, quelques années plus tard, il nous sort les lettres de noblesse. Alors, lettres de noblesse, ce sont des chroniques qui sont écrites sous forme de lettres. Donc, c'est un ouvrage épistolaire dans lequel trois personnes, Rita, Janine et Jalila, donc une chrétienne, une musulmane et une juive, vont raconter l'histoire de la Tunisie et vont nous présenter les fêtes avec les plats qui vont avec. Et bien, on a un genre nouveau, la littérature s'introduit petit à petit, de façon timide, sous forme de chronique ou de proverbes, et le Jardin des couscous, c'est le dernier dont je vais vous parler, est un roman de cuisine dans lequel on a un juif tunisien qui se propose de nous raconter la Tunisie des années 50. Et dans cette Tunisie des années 50, l'histoire se passe dans un patio où cohabitent les trois religions. Et la recette du couscous, en fait, est un prétexte à raconter le patrimoine, à raconter les traditions, à raconter les habitudes. Donc, qu'est-ce qui ressort de tout ça? C'est que nous dit Jacob Lelouch, la cuisine tunisienne est fort difficile à codifier. Et donc, pour ce faire, toutes ces personnes sont conscientes en fait de la richesse de ce patrimoine à conserver. Et donc, si la première génération nous a donné des recettes telles quelles,
très couleur locale et très folklorique. La seconde, on est dans le livre de diététique, dans le livre technique. Et la troisième, c'est le genre en fait qui est le plus intéressant en tout cas parce qu'il est novateur, va nous présenter de nouveaux livres supposés de recettes dans lesquels l'art culinaire à lui seul ne cristallise pas la mémoire, recourant le secours de la narration. Timide à l'entrée des chapitres ou dans les chapeaux, celle-ci investit le livre de recettes sous forme de proverbes, d'anecdotes, s'amplifiant dans des allures de chronique, reconstituant une atmosphère perdue, ou encore nous présentant des lettres qui ravaudent un bienheureux passé. Et dans cette créativité mouvante et en perpétuel devenir, la mémoire alimentaire se fait dynamo et le récit, exercice de style singulier et déroutant, risqué mais réussi. Complexe et pluriel, l'écrit culinaire offre plus de lecture entre ses lignes que par ses mots, affirme Kylian Stengel. Ainsi, le livre de recettes semble révéler son aptitude extrême à la restitution du patrimoine culinaire, autant qu'à la relation des traditions, la mise en scène des situations, la résurrection de l'âme d'un quartier ou d'un pays. Vivifiant un passé idéalisé, la mémoire sensorielle et joyeuse rend compte d'un vécu dont les déambulations de la trame culinaire filent la convivialité en chant d'amour. Amour de la bonne chair, amour d'une terre chère, et l'appropriation collective d'une mémoire et d'un patrimoine commun semble y passer par le livre de recettes, dont le rôle n'est plus restreint à la délivrance d'un savoir ou d'un savoir-faire. Dès lors, le livre dit de cuisine ou de recettes nous raconte des histoires. Et je vous remercie de votre intérêt. Formidable, formidable. 20 minutes. Merci pour ce voyage à travers l'écriture gastronomique et l'histoire alimentaire tunisienne par ces messieurs et ces dames, parce qu'on voit que les hommes se sont saisis de cette littérature au début, des hommes, même s'ils disent arabes, mais c'est en fait des Tunisiens, juifs et musulmans, qui se sont saisis de cette histoire et qui ont été des passeurs. Donc, des livres de cuisine, on va passer à l'enseignement de la gastronomie durable dans la formation hôtelière française avec le professeur Cyril Laporte, maître de conférence en sociologie, Université de Toulouse, Jean Jaurès, CETROP, CNRS, et directeur de l'ISTEA. Bienvenue. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le Président de l'Académie de nous accueillir à Tunis. Et en tant que directeur de l'Institut supérieur du tourisme, de l'hôtellerie et de l'alimentation, et au nom de l'ensemble de mes collègues qui sont présents, remercier l'ensemble du comité d'organisation. Je suis arrivé hier soir, vous voudrez bien m'en excuser, mais les témoignages de mes collègues nous disent qu'on est parfaitement bien accueillis et qu'il y a beaucoup de plaisir à être en Tunisie cette semaine. Voilà. Alors, je vous dis quand même quelques mots sur l'Institut qui se situe à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, donc dans le sud de la France. On forme des étudiants de Bac+1 à Bac+5 dans ces 3 secteurs d'activité, le tourisme, l'hôtellerie et l'alimentation, en formation initiale, en formation continue. On accompagne les collègues et les étudiants dans des programmes de mobilité nationaux et internationaux. Et on a une politique très forte de soutien aux activités de recherche, et c'est dans ce cadre-là que nous sommes co-organisateurs de ce colloque international. Vous l'avez gentiment rappelé, je suis sociologue et je travaille sur différents objets autour de la cuisine. La plupart de mes collègues sociologues et ou anthropologues de l'alimentation travaillent beaucoup sur les mangeurs, sur les déterminants sociaux, les déterminants culturels de ceux qui mangent. J'ai travaillé près de 25 ans avec Jean-Pierre Poulin, sociologue de l'alimentation, donc je suis membre de la chaire Food Studies, et j'ai un regard sur la cuisine autour de ceux qui font la cuisine. Je vois qu'il y a un chef dans l'assistance, donc je m'intéresse à la socialisation professionnelle, par exemple, des cuisiniers. Je m'intéresse également à ceux qui enseignent la cuisine, c'est-à-dire aux personnes qui vont former les futurs cuisiniers qui vont ensuite aller dans la restauration hors foyer en France et dans le monde. Mais je m'intéresse également aux dispositifs techniques, c'est-à-dire à la façon dont on s'y prend, où qu'on soit dans toute la restauration hors foyer, pour produire et pour distribuer des repas. Puisqu'on a un schéma en tête où, de façon un peu triviale, un cuisinier, c'est une personne qui achète de la matière première, qui la transforme et ensuite qui la distribue. Or, on a une très grande diversité des dispositifs techniques, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans le livre que vous voyez à l'écran, Figure de cuisinier, de l'artisan à l'assembleur, avec comme thèse principale que, en France, plus on avance dans le temps, depuis 50 ans, moins on transforme des produits alimentaires. Alors,
lorsque Jean-Pierre Poulet m'a parlé de la co-organisation de ce colloque ici à Tunis, il m'a dit, est-ce que tu veux bien faire quelque chose sur l'enseignement de la gastronomie durable dans la formation hôtelière française? Et l'idée, c'était de voir comment les acteurs, notamment les acteurs publics de la formation en France, jouent un rôle dans la façon de socialiser, voilà, la jeune génération aux questions de durabilité. Alors, je vous propose de faire ça en 3 temps. Je vais d'abord décrire de façon un peu générale ce qu'est l'enseignement professionnel et technique hôtelier en France. Ensuite, à partir de 3 initiatives, j'essaierai de vous montrer comment ce sujet-là s'imprègne très progressivement dans les milieux professionnels de la restauration plutôt haut de gamme. Et ensuite, je terminerai sur la façon dont l'État, à travers la formation des maîtres, c'est-à-dire la formation des professeurs de cuisine, et à travers la définition des savoirs à enseigner, bien introduit, de façon un peu parcimonieuse quand même, la question de la gastronomie durable dans les référentiels à enseigner auprès des jeunes cuisiniers. Donc la formation hôtelière en France ou l'enseignement professionnel, technique et hôtelier s'organise autour de ce qu'on décrit d'abord l'enseignement professionnel, voilà, où on forme des étudiants pour travailler sur des postes opérationnels. Voilà, je vais rester sur le niveau de cuisinier. Et le diplôme aujourd'hui qui amène le plus de jeunes sur le marché du travail, c'est le certificat d'aptitude professionnelle, ce qu'on appelle le CAP. Et ensuite, vous avez le baccalauréat professionnel, donc niveau baccalauréat, à l'intérieur duquel la question de la professionnalisation est centrale. Et on a des professionnels de la restauration qui sont à la fois présents dans les enseignements, mais on va le voir, qui accueillent également des étudiants, soit en stage, soit sur le format de l'apprentissage. Et après, on a l'enseignement technique avec la volonté ici de former des gestionnaires, voilà, gestionnaires de centres de profit. Alors, ça ne veut pas dire qu'un titulaire d'un baccalauréat technologique ne va pas après-demain devenir restaurateur ou devenir chef de cuisine pour gérer son établissement. Cependant, on est davantage ici sur une personne qui a vocation à piloter une organisation. Et on distingue l'enseignement professionnel et l'enseignement technique de façon générale, tout secteur d'activité confondu en France, de l'enseignement supérieur, de façon très claire, puisque vous le voyez, il y a 2 ministères de rattachement. Pour l'enseignement secondaire, l'enseignement technique et professionnel, ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et pour l'enseignement supérieur, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour mémoire, l'ISTIA forme des étudiants au niveau, j'ai dit plus 1 tout à l'heure, bien sûr, donc au niveau licence, master première année, master deuxième année. Les voies d'accès à la diplomation, c'est-à-dire quand un jeune rentre dans une structure pour être formé au métier de cuisinier, il a 2 grandes options. La première option, c'est de candidater auprès d'une école hôtelière, sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, ou alors d'avoir un autre format et de signer un contrat avec une entreprise et de devenir apprenti. Et il signe réellement un contrat de travail, c'est-à-dire qu'il a un statut qui est différent de celui qui est inscrit dans un lycée du secondaire. Il y a une 3e voie que j'ai mentionnée, mais qui est à la marge, ce sont des personnes qui, pour quelconque raison, veulent faire de la cuisine, ont une autre activité professionnelle, et par le biais de la formation continue, rejoignent des structures de formation. Alors, je prends le CAP de cuisine ici avec les inscrits, vous voyez, sur 20 ans, volontairement parce que c'est le diplôme qui a les flux les plus importants. Vous voyez, on est en 2022 à 7500 personnes formées sur ce niveau d'études professionnelles. Et donc, vous le voyez, près de 68% sont en contrat d'apprentissage. C'est-à-dire qu'ils vont alterner pendant l'année scolaire entre les lieux d'enseignement, on pourrait dire au lycée, et des présences en milieu professionnel. Donc le rôle de la profession est extrêmement important dans la socialisation. Alors attendez, là il y a eu une avancée. Voilà. Dans la socialisation professionnelle des cuisiniers, lorsque vous alternez, c'est pas tout à fait la même chose que d'être, si je reviens en arrière, en formation par la voie scolaire, avec des semaines de stage qui la plupart du temps sont en fin de première année, avec une partie en deuxième année. Donc on a des schémas de formation qui sont différents et on a des séquences également de formation qui sont différentes. Lorsque vous étudiez les pratiques d'enseignement de la cuisine, au sens général du terme, dans l'enseignement hôtelier français, il y a 3 types de séquences. Première séquence, peut-être les plus simples à mettre en œuvre avec de jeunes élèves.
ce qu'on appelle les travaux pratiques de cuisine, mise en situation professionnelle, et on travaille à partir de techniques de transformation des produits alimentaires. On est dans un espace qui ressemble à une cuisine professionnelle, il y a entre 10 et 12 élèves, et pendant 2 à 3 heures, l'enseignant va assurer une production qui va ensuite être servie soit à des élèves, soit parfois à des clients, puisque certains établissements ont un restaurant d'application. Ensuite, vous avez des séances de technologie culinaire. Alors, on va travailler par exemple sur les filières alimentaires, on va travailler sur la connaissance des équipements, on va travailler sur le fonctionnement d'une cuisine professionnelle. Donc l'idée, c'est d'installer des savoirs pour participer à la compréhension des organisations de restauration hors foyer. Et puis sur des séances dénommées technologies appliquées, on va parfois convoquer certaines sciences pour essayer de comprendre les phénomènes physico-chimiques qui sont en œuvre dans la cuisine. Alors, par exemple la chimie, par exemple la physique, plutôt que d'expliquer à un futur cuisinier que pour faire une sauce mayonnaise, eh bien, il suffit de répéter le geste qu'on est en train de faire devant lui, ça serait de temps en temps judicieux de comprendre quelles sont les réactions physico-chimiques qui se jouent lorsqu'on est en train de réaliser cette préparation. Alors la gastronomie à l'intérieur de ces séquences, elle peut être présente et elle peut être abordée en fonction de l'identité professionnelle du professeur de cuisine, c'est-à-dire de celui qui enseigne. Et lorsque on regarde ce qui se joue dans les écoles hôtelières versus ce qui se joue dans les centres de formation des apprentis, eh bien on a des choses parfois qui se ressemblent et de temps en temps quelques singularités. Dans les écoles hôtelières, on a des profils de formateurs qui sont beaucoup plus variés que dans les centres de formation des apprentis. Et la raison est assez simple, c'est que dans les CFA, centres de formation des apprentis, on est allé chercher des formateurs dans la profession. C'est-à-dire que ce sont des cuisiniers qui sont devenus formateurs et qui signent tout simplement un contrat avec le centre de formation. Donc il y a une culture technique qui est très forte, mais ensuite ça dépend où la personne a travaillé. Voilà, si la personne a travaillé dans la haute gastronomie, eh bien au moment des séquences ici de travaux pratiques, on peut imaginer que elle va centrer son discours, elle va centrer sa façon d'être sur les codes, les normes et les valeurs de la restauration gastronomique. A contrario, quand vous avez ici à l'école hôtelière un enseignant qui est diplômé à Bac+5, il a d'abord fallu qu'il aille à l'université pour être diplômé à Bac+5, et en même temps, il a fallu gérer son apprentissage des techniques de transformation des produits alimentaires. Et donc, il y a parfois ici une difficulté pour la personne à être très diplômée et en même temps avoir une grande maîtrise des techniques de transformation. C'est un sujet que j'avais étudié en 2010. J'avais fait un doctorat à l'école des hautes études en sciences sociales sur le métier de professeur de cuisine. Et ce qu'on avait objectivé à partir de ces travaux, c'est qu'on avait deux grandes catégories d'enseignants dans les écoles hôtelières. Voilà, il y a à peu près 1300 personnes qui forment les futurs cuisiniers dans les écoles hôtelières. Mais on avait des personnes avec une très forte culture technique, plutôt à Bac+2. Si vous observez ici, plus de 90% ce sont des hommes. Et ensuite, on a des personnes qui sont un tout petit peu plus diplômées, mais qui ne sont pas passées par des statuts de qu'on appelait maître auxiliaire ou de contractuel avant d'obtenir un concours de l'éducation nationale. Donc ça veut dire qu'on n'a pas quelque chose de très homogène dans l'enseignement de la cuisine en France, selon le contexte dans lequel le jeune est placé. Ça, c'était le premier point sur l'enseignement technique et professionnel. Ensuite, cette question de la gastronomie durable, elle est en partie un des sujets de discussion dans les milieux professionnels. Et je voudrais ici pointer trois initiatives à partir desquelles on peut voir ce mouvement. Première initiative, le guide Michelin. On va prendre un guide qui a pignon sur rue. Deuxième initiative, les pouvoirs publics à partir de ce qu'a pu faire le ministère des Affaires étrangères et européen et un grand chef de cuisine, Alain Ducasse. Et une troisième initiative à partir d'une association de cuisiniers qui a mis à l'ordre du jour de sa conférence en 2024 la question, vous allez le voir, de la gastronomie parfois durable, parfois responsable. Parce que dans la façon dont les professionnels parlent de gastronomie durable et ou responsable, eh bien, il y a des référents, la plupart du temps, à des pratiques professionnelles qui tirent beaucoup plus fort vers les questions de gastronomie responsable plutôt que de gastronomie durable. Alors, je commence avec le guide Michelin. Voilà, le guide qui a probablement la plus forte notoriété en France et dans le monde, puisqu'il est présent dans de nombreux pays, dans de nombreuses capitales, plus de 120 ans d'activité. Et
il y a des chefs, évidemment, de cuisine qui passent toute leur carrière à essayer d'obtenir la plus grande distinction, 3 étoiles au guide Michelin. Depuis 4 ans, le guide Michelin a créé un niveau de distinction complémentaire qui est attribué à des personnes qui sont déjà distinguées par le guide Michelin. Ça veut dire qu'il faut déjà être distingué pour prétendre obtenir ce qu'ils appellent cette étoile verte. Et vous le voyez, l'idée, c'est de saluer des pratiques un peu vertueuses sur des questions de développement durable, sur des questions de gastronomie responsable, de grands chefs de cuisine. Mais lorsqu'on regarde le nombre d'établissements distingués en 2024, en réalité, vous le voyez ici, il y a 3% des établissements étoilés, voilà, qui ont obtenu cette fameuse étoile verte. Alors, je vous donne un exemple. Régis Marcon et son fils Jacques Marcon, 3 étoiles au guide Michelin, chef très reconnu, en autorité internationale, lauréat du Bocuse d'Or, qui est un des plus grands concours de cuisine au monde. Alors, vous le voyez, ils communiquent, ça c'est l'extrait de leur notification dans le guide, ils communiquent sur ces questions de pratiques vertueuses, de respect de l'environnement. Et juste pour l'anecdote, quand vous regardez, la photo n'est pas complètement nette, mais quand vous regardez une photo aérienne, vous avez un héliport ici devant l'établissement. Donc, la question de la durabilité, vous voyez qu'on n'est qu'au début dans certains établissements et que c'est en cours. Deuxième initiative ici, les chefs parlent de gastronomie responsable. Voilà, vous le voyez là, à l'initiative des pouvoirs publics, du ministère des Affaires étrangères européennes, associé à un grand chef de cuisine, Alain Ducasse, voilà, plusieurs décennies, à la tête d'établissements 3 macarons Michelin. Ils ont rédigé ce livre blanc en 2019 et on a dans ce document une compilation de partage d'expériences, de pratiques respectueuses a priori de l'environnement. Donc l'idée, c'est de mutualiser des pratiques, de faire en sorte de partager entre personnes qui ont de la notoriété, mais également entre, si vous lisez le nom des personnes qui sont membres du comité de rédaction, en associant les acteurs de la filière alimentaire sur l'amont, il y a des producteurs, et sur l'aval, puisqu'ils font référence ici à des artisans ou à des boulangers comme membres du comité. Et le partage se fait sur les thématiques que vous voyez apparaître ici, donc les approvisionnements, la transformation des produits, le rapport avec le sourcing, c'est-à-dire l'ensemble des fournisseurs de produits alimentaires. Une troisième initiative qui montre que, ici ou là, la question de la durabilité est discutée dans les milieux professionnels de la grande gastronomie. Eurotoc est une association européenne, voilà, qui regroupe presque 3000 chefs de cuisine en Europe. Et c'est plutôt une association qui a vocation à faire du lobbying à Bruxelles pour essayer de faire en sorte de défendre les intérêts de la grande gastronomie européenne. Et à l'agenda du de la dernière conférence d'Eurotoc, c'est pas le terme exact, vous voyez qu'ils ont quand même traité une question, une alimentation saine, sûre, durable et de qualité. Alors cette affiche n'est pas l'affiche de la conférence d'Eurotoc, mais ils l'ont mobilisé comme un sujet à part entière de discussion au moment où ils se retrouvent en congrès. Voilà, c'est le terme que j'ai cherché. En congrès, et pour peut-être acter l'idée que c'est une question qu'on ne peut pas aujourd'hui, en tant que grand chef de cuisine, négliger. En tout cas, ce qui est certain, c'est que à travers le guide Michelin, à travers les initiatives des pouvoirs publics et à travers les choix des thématiques des congrès des associations de cuisiniers professionnels, on voit à quel point ce sujet-là est en train de pénétrer la restauration gastronomique. Je vais me resituer pour terminer sur les politiques publiques portées par notamment le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur pour faire 2 choses. D'abord, former les professeurs de cuisine avec un certain nombre d'injonctions et de recommandations sur les questions de développement durable et ou de durabilité, et ensuite sur la question des savoirs à enseigner, c'est-à-dire des référentiels qui sont définis par l'État pour expliquer aux professeurs de cuisine ce qu'ils doivent enseigner à la future génération. Alors sur ces politiques publiques, et de façon un petit peu générale, elles sont pensées, elles ont été construites en faisant référence à l'agenda 2030 que la France a élaboré à la suite, voilà, des accords qui ont été signés à l'ONU entre 195 pays pour faire en sorte que ces questions de durabilité soient au cœur des politiques publiques pensées par
plus de 195 États. L'agenda de la France est structuré en 6 enjeux, et vous voyez que l'enjeu numéro 3 focalise sur l'éducation et la formation tout au long de la vie. Donc, à partir de cet élément, il y a une déclinaison qui va être faite sur ce qu'on appelle l'INSPE doit mettre en œuvre pour former les professeurs de cuisine. L'INSPE, c'est tout simplement l'organisation publique qui a en charge la formation des professeurs de l'enseignement secondaire en France. Et l'INSPE qui forme les professeurs de cuisine, il se trouve qu'il est à Toulouse, et que nos collègues sont en grande proximité avec nos activités sur la formation des professeurs de cuisine. Et ils ont un certain nombre à la fois d'injonctions et parfois de recommandations dans la mise en œuvre de l'enseignement qui sera dispensé aux futurs professeurs de cuisine. Alors, je vais prendre 3 éléments. Premier élément, des propositions du ministère de l'Éducation nationale pour renforcer l'éducation au développement durable de l'école au lycée, un référentiel de compétences qui fait mention des questions de développement durable et quelques éléments sur un module obligatoire. Je vois que vous surveillez le temps. Je vais le faire vite. Donc, le premier document, un certain nombre de recommandations à suivre lorsque vous formez les futurs cuisiniers, les futurs professeurs de cuisine. Et vous voyez, agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques. À l'intérieur du premier document, il y a un référentiel de compétences. Donc, le bon enseignant doit être aussi celui qui fait très attention aux questions de développement durable. Pour mémoire, dans la formation des maîtres, là vous avez la maquette que je ne vais pas développer, mais la maquette de formation des futurs enseignants. À l'intérieur de cette maquette, il y a aujourd'hui un module obligatoire, mais très court finalement, de 16 heures. Voilà, 16 heures dans 2 années de formation sur des questions environnementales. Dans les savoirs à enseigner, un diplôme est redéfini à peu près tous les 10-15 ans. Vous avez ici le CAP de cuisine. Et dans la dernière mouture de 2016, de façon très parcimonieuse, me semble-t-il, on fait référence ici à la pratique d'un cuisinier. Sa pratique professionnelle prend en compte les enjeux de l'alimentation et du développement durable. Et tout au long des séquences pédagogiques, dans la mise en œuvre des travaux pratiques de cuisine, dans la mise en œuvre d'un examen, eh bien, on retrouve cette référence aux questions de durabilité. En conclusion, puisqu'il me reste 10 secondes, on a très clairement une thématique qui émerge dans les politiques publiques de formation des maîtres et dans la définition des savoirs à enseigner. La prise de conscience du monde de la restauration gastronomique reste malgré tout très relative. Et la posture de gérant, chef cuisinier, restaurateur responsable est en sus, je dirais, des problématiques du moment de tous les acteurs de la restauration. Je fais référence au problème de main-d'œuvre qu'on peut avoir en restauration aujourd'hui en France et même dans la haute gastronomie. Le président du conseil d'Institut de l'ISTIA, c'est Michel Brasse. Voilà, 3 étoiles au guide Michelin. Et même Michel Brasse, à Paris, il y a quelques mois, témoignait de ses difficultés à recruter du personnel. L'augmentation du coût des matières premières, l'augmentation du coût des énergies. Donc certains chefs de cuisine nous disent faire responsable, c'est bien, avoir une politique de durabilité, c'est bien, mais il faut d'abord et avant tout que je fasse tourner mon entreprise. Je vous remercie. Merci infiniment, professeur, de cet éclairage sur le parcours de formation des cuisiniers et des cuisinières et de votre regard critique sur les politiques publiques et la prise en compte de la gastronomie durable et responsable, et surtout de cette analyse, de cet écart entre les pratiques et les valeurs annoncées. Je pense que les présents et les présentes sauront plus aussi à travers votre livre qui aborde les figures des cuisiniers. C'est une très bonne transition avec la communication de Jacinthe Bessière, maître de conférences en sociologie, Université de Toulouse, Jean Jaurès, CETROP, CNRS, ISTEA, et qui va nous entretenir sur le regard du tourisme comme facteur de réappropriation et de patrimonialisation des cultures. À vous la parole pour 20 minutes. Très bien.
Bien, merci. Merci beaucoup à tous et merci en particulier à l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts pour cette invitation. Merci à Listia, au CERTOP, à Jean-Pierre Poulin pour cette invitation également. Alors, ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet, j'allais dire, qui a peut-être été abordé durant ces 3 journées, mais bon, malheureusement, je n'ai pas pu y assister. Aujourd'hui, il s'agit de vous parler du regard du tourisme comme facteur de réappropriation et de patrimonialisation des cultures alimentaires. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais essayer d'être la plus concise possible et aller peut-être vite sur certaines diapositives. Mais déjà, peut-être commencer en disant que bah, connecter ou penser l'articulation entre tourisme et alimentation, bah, c'est faire référence à un certain nombre de travaux, une multiplication de travaux qui ont eu lieu, qui se sont déployés ces dernières décennies, sur l'histoire de la rencontre entre tourisme et alimentation, sur le touriste mangeur, et ça je vais en rappeler les principales caractéristiques, avec un certain nombre d'éléments et de réflexions sur l'imaginaire alimentaire au cours du voyage, sur le niveau de contact avec l'altérité alimentaire pendant le voyage, sur également le rapport des touristes à l'alimentation durant le séjour. Donc un certain nombre de travaux et d'auteurs qui ont travaillé bien sûr sur la question, et ensuite d'autres travaux sur le rôle du tourisme dans le développement des territoires. Et là, je vais aussi en parler un petit peu sur les questions de valorisation, les questions de retombées économiques, culturelles et sociales pour les territoires touristiques en question. Alors, les questionnements, ou le questionnement que j'ai mis en évidence aujourd'hui, c'est bien de se questionner sur quelles sont les dimensions de l'expérience alimentaire en vacances et quels sont ses principaux descripteurs pour aujourd'hui qualifier, caractériser une figure que nous avons nommée touriste mangeur. Donc ça, ce sera un premier point. Et ensuite, je pose la question et je questionne le rôle du tourisme dans les processus de patrimonialisation alimentaire, à travers ses retombées sociales, culturelles, et en quoi le phénomène touristique pénètre, irrigue les cultures alimentaires locales, tant dans la constitution de l'organisation, organisationnelle, mais aussi innovatrice des offres patrimoniales alimentaires, mais aussi dans l'appropriation culturelle de ces dernières. Donc, un premier point où je vais rappeler un certain nombre d'éléments sur qui est ce touriste mangeur, et enfin un deuxième point sur le rôle, la fonction de ce touriste, donc sur les territoires que j'ai nommés au cœur d'une fabrique patrimoniale alimentaire. Alors, pour commencer, qui est ce touriste mangeur? Un consommateur, certes, entre expérience et imaginaire. Donc là, je fais référence à un certain nombre de travaux dont les auteurs, dont vous connaissez un certain nombre d'auteurs, mais Claude Fischler, par exemple, a beaucoup travaillé sur ces principes d'incorporation, et y compris dans les situations de vacances, où finalement il nous éclaire aussi sur l'imaginaire que le touriste déploie lors de l'acte alimentaire, et il nous parle même d'alimentation comme une machine à voyager. Jean-Pierre Poulin évoque également cette transformation de voyeur en acteur à travers la consommation alimentaire en vacances. La définition également du mangeur en vacances, dans ses composantes à la fois biologiques, culturelles, constitue une voie de compréhension des possibles difficultés à la rencontre de l'altérité alimentaire, provoquant des situations de goût, de dégoût, y compris en situation de vacances. Et puis, une autre approche que nous pouvons mobiliser ici sur l'imaginaire du tourisme, avec des auteurs comme Amirou, Urbain, sur notamment la mise en désir des espaces ruraux, sur laquelle nous avons travaillé, qui renforcerait la dimension gastronomique du tourisme en espace rural, jusqu'à, je dirais, évoquer une quête de réconciliation alimentaire de ce touriste mangeur en espace rural. Voilà, donc j'ai ici plusieurs enquêtes ou plusieurs études qui ont été menées en région Occitanie, dans le sud-ouest français, sur ces articulations, ces connexions entre alimentation et expérience touristique. Donc là, ce sont des terrains qui vont pouvoir appuyer quelques résultats. 2 enquêtes quantitatives ont été menées, une première auprès de 180 touristes sur plusieurs territoires ruraux d'Occitanie, mais aussi une enquête plus récemment sur 150, auprès de 150 agritouristes, de touristes fréquentant donc des expositions en Occitanie.
Et enfin, des études ou des enquêtes qualitatives que nous avons égrenées durant ces dernières décennies avec des entretiens semi-directifs, de l'observation, notamment sur les lieux de contact entre population touristique et population locale. Je pense aux restaurants, aux marchés, etc. Alors, quelques résultats rapides. Déjà, premier type de résultat, nous pouvons évoquer des éléments sur les représentations et les pratiques des touristes en rapport avec l'alimentation pendant les vacances. Un second type de résultat portera et porte également sur le statut de l'alimentation dans la temporalité touristique, c'est-à-dire dans le parcours du touriste avant, pendant et après ce voyage. Et enfin, j'évoquerai un dernier type de résultat sur les apports et le rôle de ce touriste dans les sphères sociales, culturelles et économiques des territoires visités. Alors, pour commencer, manger en vacances une expérience. Dans nos enquêtes et sur nos territoires, la découverte des spécialités locales telles que nous les avons nommées arrive en troisième position des motivations qui sous-tendraient le voyage, autour de 19% de nos répondants. Derrière, je dirais, l'environnement, les questions patrimoniales paysagères plutôt, et le patrimoine culturel autre que gastronomique. Ce que nous pouvons aussi mettre en avant, c'est ce statut de l'alimentation en vacances qui nous montre deux principales postures. Et là, nous nous appuyons sur les travaux de Kang et Wang qui définissent une bulle environnementale emportée par le touriste en vacances qui déterminerait justement son rapport à l'altérité alimentaire. Et là, j'allais dire que plus cette bulle est perméable, plus semble-t-il l'alimentation goûtée et découverte semble attractive, moins cette bulle est perméable, semble-t-il, moins cette alimentation est attractive. Donc là, nous avons aussi repéré ces deux postures, avec en vacances une alimentation qui serait davantage de continuité, une consommation alimentaire en vacances qui prolongerait l'alimentation quotidienne avec des aliments de base, de structure de repas du quotidien maintenus, plus ou moins adaptés à l'univers touristique. Donc on est plutôt là dans une posture où l'alimentation a un rôle périphérique, secondaire, plutôt fonctionnel, avec parfois des tendances à une certaine néophobie alimentaire. Et puis, dans une deuxième posture, nous avons repéré une alimentation plutôt de rupture, où là, la nourriture fait partie intégrante du voyage, constitue une expérience mémorable au même titre que d'autres types d'ailleurs d'éléments patrimoniaux, avec une forte curiosité pour les produits, les éléments et les alimentations, on va dire par exemple ici locales, et donc une vraie découverte alimentaire qui va jalonner le voyage tout au long donc du parcours. Et sur cette deuxième posture, nous avons là aussi essayé de qualifier le rôle de l'alimentation dans cette découverte touristique. Quel rôle a-t-elle? Alors, nous l'avons catégorisé ainsi, mais bien sûr, ces profils sont extrêmement, ne sont pas exclusifs les uns des autres. L'alimentation apparaît pour un certain nombre comme un vecteur de découverte de soi, où là, comme une initiation, un apprentissage, une conversion, eh bien, cette alimentation découverte en vacances représente ou appartient à une démarche, je dirais, ou un parcours initiatique personnel, afin de revenir quelque part meilleur ou différent, pour reprendre les termes d'Amirou. Donc nous retrouvons là aussi le principe d'incorporation alimentaire décliné tout à l'heure. Sur une deuxième statut, l'alimentation et apparaît comme un vrai vecteur de découverte de l'autre, une mise en dialogue, une grille de lecture pour atteindre, je dirais, l'autre, avec de l'échange, de la discussion, une mise en dialogue forte autour des composantes alimentaires en vacances, un vrai vecteur de lien social, un vrai vecteur de sociabilité en situation de vacances. Avec cet échange interculturel à travers l'acte alimentaire, l'importance également des marchés que nous avons repérés comme de véritables lieux de sociabilité forts où s'échangent et où se mettent en dialogue, je dirais, différentes cultures. Et enfin, une alimentation vecteur de découverte d'un lieu.
effectivement, ce lien au territoire, ce lien à la région, va conditionner l'achat, va conditionner la consommation sur place, en vacances, et nous repérons la provenance locale comme étant un véritable leitmotiv pour une consommation touristique en vacances. Alors pour continuer là aussi rapidement, nous avions interrogé nos touristes sur le bien manger en vacances. Qu'est-ce que bien manger en vacances? Il apparaît que pour 65% de ces répondants, bien manger en vacances, c'est manger des produits de la région où l'on se trouve. Nous observons également un rapport à l'alimentation durant les vacances caractérisé par un renversement des attitudes quotidiennes relatives notamment à la temporalité et à la convivialité. Donc je passe un peu là aussi rapidement, mais l'alimentation s'égrène, s'enchaîne également sur l'avant, sur le pendant, sur l'après séjour touristique, où on voit apparaître l'aliment. Alors, sur ces différentes étapes, avant le départ en vacances, par exemple, nous avions interrogé nos touristes et effectivement, le choix des vacances et du lieu s'effectue aussi sur ces questions-là alimentaires à travers des guides touristiques, à travers les sites internet, à travers également des discussions et une recherche auprès des habitants et des populations locales éventuellement rencontrées au préalable. Pendant le séjour sur le territoire en question, il existe un certain nombre de lieux, d'activités d'incorporation que nous avons là aussi repérés. Les fermes, les lieux de production arrivent comme des lieux privilégiés de découverte des produits alimentaires, puis arrivent les restaurants et les marchés locaux et le repas chez l'habitant qui représente au même titre que les marchés locaux ce lieu privilégié de découverte alimentaire. Les lieux d'achat et de consommation, nous les avons aussi analysés avec le marché, je le répète, de plein vent, ou le marché qui reste un lieu majoritaire d'achat et de consommation pour ces touristes en vacances. Les fermes et les coopératives sont aussi des lieux de prédilection ou des lieux plébiscités pour cette consommation. Donc je vais vite sur les marchés qui sont là aussi repérés comme des formes essentielles de convivialité et de sociabilité en vacances sur ces questions d'articulation, alimentation et tourisme. Alors après le voyage, c'est aussi le souvenir qui apparaît. L'achat du souvenir à acheter, à rapporter, comme un espace, on va dire, de retour, de commémoration, hein, quasiment, ou de ramener de l'ailleurs chez soi, en diffusant chez soi saveurs, parfums et imaginaires également. Et ces achats de souvenirs représentent aussi une composante importante de l'acte touristique, des achats à la ferme, des achats en magasins spécialisés et des achats en marché. Alors j'en arrive au second point de cette présentation, sur ce rôle, hein, sur ces fonctions de ce touriste mangeur sur les territoires. Et là, nous avons pu aussi pointer le rôle crucial de ces touristes mangeurs qui irriguent, qui infusent sur les dynamiques territoriales, jusqu'à intervenir dans les processus de patrimonialisation, jusqu'à la recomposition de ce que j'ai appelé la fabrique patrimoniale alimentaire. Donc, ce touriste mangeur, nous avons essayé de l'analyser, de le pointer dans son impact et dans son rôle sur les territoires, et on voit bien qu'il est aussi à la source de production de valeur économique, mais aussi de production de valeur sociale et culturelle sur les territoires découverts et sur les territoires explorés. Alors, pour commencer sur la production de valeur économique, eh bien, ce touriste mangeur, ce tourisme alimentaire ou gastronomique ou culinaire, et les qualificatifs sont nombreux, produit de la valeur économique, mais tant à des niveaux productifs, à des niveaux mercatiques qu'à des niveaux socio-économiques. Effectivement, on observe que ce tourisme est un facteur de dynamisation, est un facteur de valorisation économique à la fois des secteurs agricoles, des secteurs de la transformation, des secteurs de la distribution alimentaire locale, et on pense à l'artisanat, aux métiers de bouche, à la restauration, aux petites et moyennes entreprises agroalimentaires, et on retrouve donc des formes ou des processus de marchandisation individuelle à la manière quasiment de matières premières et qui sont directement commercialisées ou mises en scène dans la sphère touristique. Alors on prend l'exemple de fromages, de viandes qui sont promus directement parfois sur les lieux de production, et nos enquêtes sur l'agritourisme nous permettent d'aller sur cette analyse.
Donc des fonctions économiques marchandes de diversification agricole, mais que l'on retrouve aussi en restauration. Un tourisme qui est également, dans cette fonction économique majeure, un vecteur de médiatisation, un vecteur de prescription autour de ces produits alimentaires sur le lieu de vacances, mais aussi au retour de vacances. C'est-à-dire le choix de vouloir reproduire une recette, de vouloir racheter des éléments ou plutôt des aliments découverts en vacances, relève également d'un rôle économique fort, hein, d'une fonction aussi de marchandisation de ces patrimoines alimentaires au retour de vacances. Et là, cette fonction, je dirais plutôt mercatique, hein, a été aussi analysée, pas autour de du tourisme spécifiquement, mais a été analysée autour du travail marchand ou des activités des professionnels du marché qui mettent et qui prennent en charge la mise en marché de ces patrimoines alimentaires à destination des touristes. Ensuite, sur la production de valeurs sociales et culturelles, ce touriste a aussi un rôle majeur. Il intervient dans la préservation des cultures locales, dans la dynamisation de l'organisation sociale locale, en produisant des prises de conscience, des formes d'appropriation culturelle, ne serait-ce que dans l'organisation d'une offre culturelle, touristique, alimentaire. Et on observe de multiples mises en scène de la culture alimentaire sur les marchés touristiques, fêtes locales, syndicats de défense, confréries, mise en place d'expositions, de musées autour de l'aliment, diverses célébrations de produits emblématiques qui forgent des communautés d'appartenance, qui forgent, pour reprendre Daniel Fabre, des communautés patrimoniales autour de l'alimentation, des communautés patrimoniales qui se construisent autour d'un bien commun, en l'occurrence ici cette identité alimentaire locale. Donc un tourisme qui aussi revêt ce rôle, je dirais, de construction, voilà, de valeurs sociales collectives, levier de légitimation du soi, finalement, d'une reconnaissance collective d'émotions patrimoniales, pour reprendre aussi d'autres termes. Donc il y a, nous l'avons observé, autour d'événements de valorisation gastronomique, des partages, de représentations communes, d'identification collective aux objets patrimoniaux. Enfin, il participe à la redéfinition de certaines cultures alimentaires au contact tourisme ou population locale, avec des réelles rencontres interculturelles qui se traduisent à la fois par des effets de négociation, d'adaptation, ou parfois par des effets plus forts, hein, de confrontation avec des logiques parfois d'opposition ou de résistance. Voilà, donc dans cette diapositive, on a repéré les logiques d'interaction possibles qui sont soit très marchandisées, des interactions basées sur des relations marchandes et économiques, des interactions plus autres basées sur l'échange plutôt culturel et d'autres plus basées sur la recherche de sociabilité ou la mise en dialogue et la recherche de lien social. Enfin, et pour terminer sur ces dernières diapos, nous questionnons aussi ce touriste mangeur comme un producteur de changement, acteur de cette fabrique patrimoniale alimentaire. Et cette lecture-là vient dépasser la lecture d'un touriste passif qui serait plutôt source d'homogénéisation, d'uniformisation culturelle et sociale. Là, nous questionnons plutôt ce touriste comme un producteur de changement, comme acteur agissant dans les processus de patrimonialisation au cœur d'une fabrique patrimoniale. Donc on se questionne finalement sur comment le touriste intervient-il, agit-il, comment de manière plus impliquée produit-il de l'action, en gros produit-il finalement ce qu'il consomme. Donc on a là aussi repéré l'action, je dirais les activités ou l'action du touriste dans ces processus de valorisation patrimoniale. Et on le voit vecteur d'innovation dans bon nombre de cas parce qu'il est partie prenante d'ajout d'ingrédients, d'invention de nouvelles recettes par exemple. Il est au cœur de l'innovation technologique, produit, organisationnelle ou sociale, mais il est aussi acteur de l'organisation. Nous avons travaillé sur l'agritourisme et sur ces questions de diversification agricole. On voit bien qu'accueillir des touristes sur une exploitation agricole est sujet à recomposition temporelle, organisationnelle sur le lieu même de l'exploitation agricole. Donc on sent bien que ce touriste est aussi un acteur porteur de règles, de prescriptions,
acteur d'une régulation sociale au sein même de cette fabrique patrimoniale alimentaire. Un travail de mise en scène qui implique, nous le savons, des procédures, de nouvelles normes, des règles, de la planification, de la programmation au sein, par exemple, de ces exploitations agricoles. Et puis, en question d'un touriste coproducteur qui, là aussi, peut aller jusqu'au bout et de manière plus forte dans l'activité de valorisation patrimoniale, où on pose cette question de la cogestion, de la codécision. Jusqu'où le touriste intervient-il dans cette fabrique patrimoniale alimentaire? Et là, nous avons pointé du doigt les travaux, notamment le travail collaboratif, le travail participatif autour du tourisme. Vous connaissez peut-être certainement le woofing, le volontourisme, la participation aux récoltes sur l'exploitation visitée, le soin aux animaux, les travaux de la ferme qui sont toutes, ou la confection de plats, par exemple, sur la ferme ou sur d'autres structures. Et effectivement, nous posons la question de la participation et de la coproduction d'un touriste mangeur. Voilà, donc en conclusion, j'en ai terminé. On peut bien sûr signifier que ce touriste mangeur accompagne la construction des patrimoines alimentaires, leur renouvellement, leur recomposition est un acteur influent de cette fabrique patrimoniale alimentaire. Je vous remercie. Merci infiniment pour cette communication éclairante sur l'articulation entre tourisme et alimentation. Je garderai et je rappellerai juste votre conclusion et votre présentation en fait du rôle et de la fonction du touriste mangeur en tant qu'acteur et producteur de changement et de sens au cœur de la fabrique patrimoniale. Merci infiniment. Je pense que c'est une très belle transition avec notre collègue Annie Frédéric Zancanaro, maître de conférence en sociologie, Université de Toulouse, Jean Jaurès, CERTOP, CNRS, et qui va aborder une thématique singulière qui est la végétalisation de l'offre alimentaire dans la gastronomie française. Et peut-être elle serait mise en lien avec l'étoile verte et l'importance de tenir compte d'une gastronomie responsable et durable. À toi la parole. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'objet, c'est de discuter la question de la végétalisation de l'offre alimentaire dans la gastronomie française. En d'autres termes, il s'agit de s'interroger sur le comment et pourquoi les légumes ont pris corps dans la gastronomie française. Alors pour se mettre un petit peu en appétit, en tout cas simplement en visionnant, hein, je n'ai pas la capacité là à vous faire goûter les plats que vous allez pouvoir voir, mais pour débuter cette présentation, j'ai choisi en fait de débuter par un plat emblématique, on peut dire aussi un plat signature de Michel Brasse, qui s'intitule Le gargouillou de jeunes légumes et qui est réalisé exclusivement à base de légumes et qui a été maintes fois copié en France et même à l'international, et qui semble faire partie, pour faire écho à ce que vient de présenter Jacinthe, qui semble faire partie un peu d'un patrimoine gastronomique français aujourd'hui. Et pourtant, quand on le regarde dans une perspective un petit peu historique, on peut dire que c'est une évolution, peut-être même, on pourrait employer le qualificatif de révolution, dans l'offre gastronomique française à partir de la fin des années 80, début des années 90. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer, en tout cas de démontrer aujourd'hui. Alors, avant de regarder ce phénomène, je pense qu'il faut d'abord s'intéresser quelques minutes, même rapidement, pour caractériser cette présence des légumes dans la gastronomie française. Il convient de décrire, donc je disais rapidement, le modèle, je dirais, alimentaire gastronomique français à travers un des tout premiers ouvrages, c'est le premier ouvrage culinaire écrit à la fin du Moyen-Âge par Guillaume Tirel, dit Taillevent, qui s'intitule Le Viandier. Donc, au cours de cette période, la société était essentiellement agraire et dépendait de l'agriculture pour sa subsistance. Par conséquent, les légumes étaient associés aux classes sociales dites inférieures et étaient considérés comme un aliment de moindre importance par rapport à la viande. Ils étaient ainsi jugés grossiers, contrairement à la viande, en particulier la volaille et le gibier, qui étaient largement consommés par les classes supérieures. De plus,
La viande, la viande est associée à la force et à la vie, d'où d'ailleurs le titre du manuscrit de Taillevent qui s'intitule Le viandé, puisque le mot viande vient du latin vivenda, qui veut dire littéralement ce qui sert à la vie. En résumé, on peut dire que les légumes étaient considérés comme des aliments inférieurs, tandis que la viande était considérée comme un aliment supérieur, digne d'être consommé par les nobles. D'ailleurs, lorsqu'on regarde les 12 chapitres de ce fameux livre de Taillevent, on remarque ici le chapitre dit des entremets, donc où figurent 14 recettes, et sur ces 14 recettes d'entremets, seulement 4, je dirais, sont à base de légumes, ce qui signifie qu'à l'intérieur de ces 144 recettes, eh bien, seulement 4 concernent des légumes. Je glisse vers le XVIe siècle, et l'une des raisons de l'évolution du modèle alimentaire gastronomique français à partir du XVIe, c'est incontestablement l'essor de l'agriculture, c'est-à-dire l'art de cultiver, de tailler, de domestiquer aussi le climat, suite à la découverte du Nouveau Monde qui apporte diversité et variété dans l'alimentation savante. Et cet intérêt pour les légumes se traduit par une utilisation accrue de ces derniers dans la cuisine aristocratique. Et par exemple, ici, pour citer Jean-Louis Flandrin, hein, il s'est attaché à travers les principaux ouvrages du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, de regarder le pourcentage de légumes verts qui figurent dans les plats. Et on voit comment, d'une petite vingtaine de pourcents à la fin du Moyen-Âge, on est à plus de 50% dans les ouvrages du XVIIIe siècle. On peut dire que manger des légumes au cours de cette période fait partie de ce qu'on peut appeler le bon goût, c'est-à-dire des pratiques à adopter à la cour pour marquer sa différence avec les classes sociales dites inférieures. Tout au long, donc 17-18e, tout au long du 19e siècle, et on peut dire jusque dans les années 1960, on peut peut-être qualifier les légumes ou dire que les légumes sont en quelque sorte les parents pauvres de la gastronomie, c'est-à-dire que ils sont absents de la plupart des noms des plats, des intitulés de plats. Ils jouent un rôle secondaire. D'ailleurs, on parle même de garniture d'accompagnement pour montrer le caractère secondaire de cette catégorie d'aliments. Ils ne constituent pas, ou très peu, dans la plupart du temps, un plat à part entière. Ils sont relégués à la fin du repas et ils sont même relégués à la fin des ouvrages. Vous avez ici, je passe parce que je n'ai pas le temps de développer, je sens qu'on va me rappeler le temps sinon, mais un ouvrage majeur qui est le guide culinaire d'Escoffier, qui ensuite, il l'a décliné dans le livre des menus au début du XXe siècle. On a ici un extrait donc, de menu dans lequel, je ne sais pas si c'est visible à l'écran, mais on a en fait une série d'appellations dites nominatives, et il faut arriver, je dirais, en toute fin de repas pour voir la salade parisienne et des asperges d'Argenteuil figurées dans le menu, puisque auparavant nous avons toute une série de poissons, de potages, d'entremets, de relevés, de rots, qui en fait structurent le repas. Donc, afin de mesurer cette végétalisation du modèle alimentaire gastronomique français, nous avons procédé à une analyse multidimensionnelle de plus de 900 plats contenus dans plus de 60 cartes de restaurants appartenant à des chefs triplement étoilés dans le guide Michelin. Cette analyse entre 1972 et 2022, c'est-à-dire j'ai observé ce phénomène sur 50 ans. Et cette analyse donc se veut dynamique des cartes, elle permet d'observer en fait à la fois des tendances macro-sociales, comme celle de la végétalisation que je vais ici présenter, mais aussi des tendances micro-sociales comme finalement, eh bien, le type de cuisine que peut pratiquer un chef à l'intérieur d'une gastronomie. Et ça peut permettre, bien évidemment, à partir je dirais, je vous regarde bien évidemment en Tunisie, de regarder ça par des phénomènes de comparaison, de diffusion, et voir comment, effectivement, ce qui se joue là peut se jouer ailleurs. Donc, afin je dirais, de recueillir des données compréhensives des tendances observées, nous avons aussi mené en parallèle des entretiens biographiques avec ces chefs triplement étoilés. Au total, 15 entretiens ont été menés qui permettent de mieux saisir le pourquoi de cette dynamique, de ces changements. Donc, ici, vous avez présenté l'ensemble, je dirais, des établissements, des chefs qui ont été à la fois
je dirais, avec lesquels j'ai eu un échange, et puis aussi avec lesquels j'ai mené une analyse de cartes. J'en viens donc aux résultats qui vont se décliner en 6 points. Le premier point consiste à regarder l'évolution dans l'offre alimentaire à travers ce qu'on peut appeler la structure de la carte. Alors, je vais essayer que ça soit le plus clair possible. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que la restauration, au sens où on la connaît en France aujourd'hui, elle n'est pas si finalement vieille que ça, puisque dans sa forme, restaurant, c'est après la Révolution française. Et dans cette offre de plats qui est proposée aux clients qui vont venir dans les établissements, eh bien, il y a des rubriques. Je fais court, mais lesquelles rubriques, en fait, sont un peu le miroir de rubriques qui appartenaient sous l'Ancien Régime dans ce qu'on appelait le service à la française. Donc, on a des rubriques, comme vous le voyez ici. C'est un exemple là de carte qui date de 1982 de Michel Troisgros, où vous avez des entrées chaudes, des entrées froides, vous avez des poissons, vous avez des rots, vous avez, alors ça peut être plus complexe, mais là, c'est un exemple. Là, vous avez le fromage et les desserts, généralement, c'est plutôt une carte à part, mais bon, on a ici quelque chose qui correspond, si je puis dire, aux conventions de la cuisine classique et qui sont la norme, en quelque sorte, encore au début des années 70, lesquelles conventions s'effritent au fur et à mesure des décennies, puisque aujourd'hui, elles ne représentent qu'un tiers des structures de cartes qui respectent, ou en tout cas qui s'adossent à ces conventions-là. On voit apparaître à partir, vous le voyez ici, à partir de 1992, j'ai pas mis mes lunettes, j'aurais dû. On voit, merci. On voit apparaître, merci, j'ai voulu faire le jeune homme. C'est les miennes. Donc, on voit apparaître une rubrique légumes, effectivement, à partir de 1992. Rubrique qui était absolument inexistante jusqu'alors. On se dit, bien, le phénomène débute, il va se prolonger. Effectivement, il se prolonge en 2002. En 2012, il stagne. Et puis en 2022, plus que 5,6%. Donc là, il y a quelque chose qui m'a interpellé. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en parallèle, et on le voit ici de façon concomitante, apparaît en 2012, le premier à avoir fait ça, c'est Pascal Barbeau à l'Astrance à Paris. Eh bien, il va supprimer la carte, c'est-à-dire la proposition de plat aux convives, pour ne faire une proposition unique que de menus. Et donc, dans le menu, bien évidemment, la rubrique légumes disparaît, puisque vous avez ici, par exemple, c'est le cas de Anne-Sophie Pic. Si vous allez chez Anne-Sophie Pic déguster quelques mets, eh bien, vous n'aurez simplement en proposition que 2 menus. Un menu en celte halte, vous voyez bien qu'on n'est plus du tout là dans le langage des entrées, des plats ou autres, ni même des plats. On vous propose une halte, c'est-à-dire une étape, une gourmandise avant de passer sur une autre gourmandise dans le périple de votre voyage chez Anne-Sophie Pic. Je passe bien sûr le prix. Donc cette halte ou dit halte, mais en fait ça quand même questionne, au-delà du prix et des menus, ça questionne sur la question de la liberté de choix du convive, à la fois dans les produits, dans les mets, mais aussi dans les prix. Parce que ce qui caractérise un restaurant, c'est cette liberté de choix, liberté de choix de mets, mais aussi de liberté de choix de prix, en prenant les plats à la carte. Bien évidemment, ensuite, on y va avec qui on veut les horaires, mais on peut dire qu'il y a une sorte de confiscation de la liberté du choix, des mets et de la dépense, avec cette apparition du menu unique. Je glisse sur un deuxième résultat qui est intéressant aussi, c'est le nombre de plats. On a un nombre de plats qui diminue régulièrement depuis 1992, c'est-à-dire dans la carte proposée tout à l'heure, on avait 3 gros, on avait une trentaine de plats, ce qui est la moyenne des nombres de plats jusque dans les années 80, et puis depuis, on a une diminution pour aujourd'hui, en fait, avoir en moyenne, dans les établissements où figure encore une carte, 8,9, donc à peu près 9 plats proposés aux clients. Si on le regarde même dans un temps un petit peu plus court, c'est 2 fois moins qu'il y a 20 ans. Donc ce qui laisserait à penser que on a moins de choix, c'est une évidence, mais il y a pas une monotonie qui s'installe dans la mesure où il y a un renouvellement plus fréquent des plats, c'est-à-dire qu'il y a une saisonnalité. Le chef va pas laisser à la carte pendant toute l'année les mêmes plats, et donc ce qui fait que si vous avez l'envie
et la possibilité d'y retourner 3 mois après, ben, vous aurez d'autres plats, ce qui évite effectivement la monotonie. Alors pourquoi cette diminution des plats? On a essayé de comprendre le phénomène. Il y a plusieurs raisons, mais celle qu'on a voulu mettre en évidence, c'est probablement, et Cyril Laporte le rappelait tout à l'heure, c'est la question économique. Il le disait en conclusion, une raison économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la maîtrise du coût matière, mais la maîtrise aussi du coût du personnel fait que, mais quand bien même les prix des menus sont élevés, il y a cette nécessité de tenir les coûts. Et comment on les tient? Eh bien, en ayant une offre, en achetant moins de produits, hein, donc on peut mieux les gérer, moins de gaspillage, et puis surtout, moins on a de plats à la carte, moins on a de mise en place à faire, et donc on a donc besoin, en théorie, je dirais, moins de personnel, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque il y a en fait ce à quoi on assiste, c'est un accroissement ou un maintien, mais plutôt un accroissement en fait de la complexité des plats, quand bien même ils ne peuvent pas apparaître simples. On a ici un exemple de plat. Alors, j'ai fait exprès de prendre celui de Michel Troisgros, 30 ans après. Vous voyez, on n'est plus du tout dans des rubriques entrées, poissons. On a des notes fraîches, des goûts pointus qui soulignent des textures. Et vous n'avez plus que 9 plats ici à la carte qui sont proposés. Je glisse sur le troisième résultat, sur l'espace du mangeable, c'est-à-dire un établissement, un chef, eh bien, parmi l'ensemble des produits qui sont disponibles sur Terre pour réaliser des plats, il va en sélectionner qu'une partie. Et donc, c'est cet espace de mangeable pour lequel je me suis intéressé et nous avons essayé d'établir des catégories, des catégories en fait de cet espace du mangeable. Et ces catégories en fait ont été construites à partir d'un ancrage territorial, d'un espace géographique dans lequel, en fait, l'établissement, le chef exerce sa cuisine. Par exemple, si je reviens au cas de Anne-Sophie Pic, qui est dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, si elle utilise des produits autour de son établissement, bien, ce sera un local ici. En revanche, si elle utilise du porc noir de Bigorre, dans le sud-ouest, ça sera un local ailleurs. On a une autre catégorie qui est en fait l'exotique. J'utilise des épices, j'utilise du yuzu, ce ne sont pas des produits que nous avons en France, donc on est dans des produits, une catégorie qu'on pourrait qualifier d'exotique. Et il y a une catégorie justement qui ne situe pas, qui ne peut pas se situer à travers les appellations, ce sont une catégorie j'appelais nationale, c'est-à-dire des produits indifférenciés pour lesquels on ne peut pas les raccrocher à un territoire. Une fois posés ces éléments, qu'est-ce que nous pouvons constater? Eh bien que de plus en plus, vous l'avez à la fois dans le tableau, si ce n'est pas visible, on le voit ici clairement sur cette figure, c'est la partie bleue, une montée est encore plus importante depuis une dizaine d'années de la volonté des chefs de localiser, de situer leur espace du mangeable, à la fois dans le local ici, le local ailleurs et l'exotique, au détriment, si je puis dire, de produits indifférenciés, où on voit ici sur la partie jaune une diminution constante de cet espace du mangeable-là. Certains établissements, là c'est ici le cas de Gérald Paseda à Marseille, je ne sais pas si c'est visible, va même jusqu'à situer en fait ou préciser le nom de la personne qui lui a fourni le produit. En l'occurrence ici, il est sur des produits de la mer, la pêche. Il va situer sur la grâce à la pêche de Dominique, à la pêche de Louis ou à la pêche de j'arrive pas à lire. Mais vous l'avez lu. Donc cet espace du mangeable, et à l'intérieur de cet espace du mangeable, on a bien évidemment, puisque c'est l'objet, on s'est intéressé à cette part du végétal. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que donc, dans ces intitulés de plats, nous avons comptabilisé à l'intérieur de ces appellations, à chaque fois qu'apparaissait un nom de légume, un légume au moins, nous le comptions dans l'appellation. On arrive ici de façon très claire à une position au début des années 70 où les légumes étaient plutôt absents de les intitulés du plat, avec 24,1%, à aujourd'hui, plus de 3/4 des intitulés du plat mentionnent clairement, sans équivoque, les légumes, mais on va même au-delà de simplement les mentionner, ils constituent des points de création, des points d'innovation, de nouvelles recettes, sans qu'il y ait nécessairement besoin, ou que le chef ait nécessairement besoin d'y adosser un produit prestigieux comme avant, du homard, etc. Vous avez ici
un extrait de la carte de Alain Passard, l'Arpège à Paris, où, mis à part le dernier plat où vous avez du homard, vous avez ici uniquement des plats à la carte proposés à partir de légumes. Vous avez également, j'ai fait exprès de prendre ces deux plats-là parce qu'ils sont aussi, d'une certaine façon, un peu révélateurs de l'évolution aussi du statut des légumes et de certains légumes, notamment la carotte, pour ceux qui ont un petit peu cuisiné un peu français, qui est ce qu'on appelle une garniture aromatique pour faire des fonds de sauce, mais qui finissait en fait sa vie dans les poubelles, non valorisées. Aujourd'hui, vous le voyez à travers l'exemple de Anne-Sophie Pic ou de Frédéric Anton, eh bien, ce sont un produit qui est à la base et qui est le cœur de l'innovation. Certains même vont, c'est le cas en bas de Pascal Barbeau à l'Astrance, vont même jusqu'à utiliser, vous le voyez, des pots de tomates ou de concombres pour s'en servir d'accompagnement ou de base de sauce. J'en viens au quatrième, je vois que le temps m'est contraint. J'arrive au cinquième, pardon, et avant-dernier résultat, assez rapidement. Ils ne sont pas simplement, entre guillemets, que des utilisateurs de légumes, ce sont aussi des acteurs qui interviennent dans le système alimentaire, puisqu'ils vont participer à la coproduction de l'offre végétale. Je reprends l'exemple de Michel Bras, qui était un des tout premiers chefs à aller voir les maraîchers en leur demandant de mettre en culture un certain nombre de légumes pour leur permettre en fait de diversifier leur espace du mangeable. Ils vont maintenant de plus en plus vers ce qu'on appelle de l'autoproduction. Donc ça, c'est vraiment une tendance, c'est 40% à peu près des chefs dans la restauration gastronomique 3 étoiles qui ont leur propre jardin. Et puis, bien évidemment, ils participent à des opérations de cueillette, c'est-à-dire qu'ils vont dans la nature ramasser champignons, fleurs, herbes aromatiques, etc. J'en termine sur les résultats. Juste le dernier, probablement en lien, mais pas que, mais je pense qu'il y a un lien ici effectivement qu'on peut observer entre cette végétalisation et en fait l'évolution des types de cuisson, notamment de ce qu'on peut faire le distinguo entre cuisson courte ou cuisson longue. De plus en plus, eh bien, la cuisine s'opère sur des cuissons minutes, c'est-à-dire des cuissons rapides, qui bien sûr ont je dirais, ont pour conséquence de préserver les qualités nutritionnelles, mais au-delà de ça, c'est ce côté un peu respecter, je mets des guillemets, la nature, respecter le produit, et donc en le cuisant le moins possible. On voit ici, je passe parce que je suis un petit peu pris par le temps, et si donc nous avions dans la gastronomie française, j'ai repris la carte de Michel Troisgros, mais on est en 1972 ici, vous avez par exemple des produits qui étaient posés tels quels, je dirais, dans la carte, le caviar. Aujourd'hui, le caviar entre dans des préparations et pas simplement déposé. Il n'y a plus de produits comme le jambon de Bayonne ou autre. Ils intègrent plus globalement une recette. Bref, je fais un résumé et je conclus. On peut dire que l'offre se réduit, voire dans une certaine mesure s'impose aux convives. Elle s'affranchit de plus en plus de ce qui étaient les conventions de la gastronomie classique, avec des plats qui se localisent, qui se végétalisent et qui je mets des guillemets, naturalisent par une cuisson de plus en plus courte. Et puis des chefs qui ne se contentent pas de cuisiner, mais vont aussi jardiner, vont cueillir. Voilà. Je passe, j'avais prévu, mais je passe parce que je sens qu'on va me tirer l'oreille. Bien évidemment, ces éléments-là, mais ils ont été plusieurs fois rappelés hier. Il y a des enjeux en fait qui permettent de comprendre les évolutions et l'évolution de la végétalisation. Et j'en arrive juste pour conclure très rapidement sur un questionnement, sur un questionnement autour je pourrais presque dire, d'un changement de statut du légume, c'est-à-dire de parent pauvre à celui de peut-être de produit de luxe. Je m'explique là-dessus, c'est-à-dire que ce qui marquait la gastronomie française, c'est l'usage de produits dits nobles, c'est-à-dire qui sont chers et rares, qui viennent pas nécessairement du territoire national, mais aussi de l'étranger, c'est-à-dire qu'on opère une distanciation par rapport au biotope, par rapport au lieu où on cuisine. On magnifie les produits en utilisant des techniques complexes. Il semble, non pas que c'est disparu, mais que ça s'effrite au profit en fait d'une cuisine dont une forme de limitation naturelle semble apparaître avec une inscription dans le local, c'est ce que j'ai essayé de montrer ici, une dépendance avec les variations climatiques et saisonnières, une limitation des rendements, en fait, qui amène le légume à faire un légume collection,
des collections printemps, des collections été, des collections automne, qui font qu'au final, finalement, d'une rareté construite qui marquait la gastronomie française, peut-être pourrions-nous parler, c'est une proposition, d'une rareté contrainte par les questions saisonnières, climatiques, etc. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment. Ce fut vraiment très, très intéressant. Un voyage aussi à travers l'analyse de l'offre gastronomique française et l'analyse de la végétalisation et du rôle, du rôle des légumes. Je ne prendrai pas plus le temps et je pense qu'on sera impatient de lire pendant l'édition des actes de ce colloque international. On passera à la discussion. Mesdames, combien de temps vont... non, parce qu'on a, dans le programme, c'est 10h20. Mais là, on est à 11h moins quart. 20 minutes. Très bien. Monsieur le Président. Puis-je user de mon statut de président pour dire autre chose que la question que je devrais vous poser? Vous m'autorisez? Merci beaucoup. Bon, je voudrais vous dire combien je suis heureux. Cette session est un bonheur. Et c'est celle qui indique qu'on peut changer les choses. Et qu'en voulant changer les choses, il faut aller loin. Nos amis de Toulouse ont été un révélateur pour ce qui me concerne. Bon, Katia Boissevin m'a énormément surpris. Elle se met, elle aussi, à une étude approfondie du boire, du manger, et de manière encyclopédique. Vraiment très agréablement surpris par Katia et avec son humour. Bon, maintenant, Katia Boissevin. Elle a... Oh, mais vous vous ressemblez tellement. Oui, oui, alors c'était à vous, elle. Samahni. Elle mselleti. Pardon. Vous me pardonnez? Merci. Bon, alors, ce que je voulais dire, c'est que je suis maintenant édifié. On peut changer les choses. On peut changer les choses sur des choses très importantes. Ce dont vous avez parlé, vous, Toulouse, c'est de la manière dont un secteur important, très important, peut être premier au plan économique de la Méditerranée, qui est la région touristique par excellence. Comment dans cette grande région touristique, de laquelle fait partie bien sûr la Tunisie, mais qui est le pôle touristique mondial premier, on peut changer les choses, mais en allant loin et en mixant ce que je n'ai jamais vu avant, en mixant études académiques profondes, anthropologiques, sociologiques, et comment on peut changer les choses pour parvenir à un système alimentaire durable, ce qui est aujourd'hui notre préoccupation première. Je discutais il y a quelque temps avec Jean-Louis Rastoin. Nous allons procéder à une déclaration. Non, Rastoin. Et dans cette déclaration, et après, Jean-Louis Rastoin disait il faut penser à un plan d'action. Je crois qu'avec vous, nous tenons le plan d'action. Je pense que nous avons là une entrée pour un plan d'action pour l'année prochaine. Je crois qu'à partir de votre expérience, on pourrait organiser l'année prochaine une grande rencontre méditerranéenne, parce que c'est pour tous les pays de la Méditerranée le secteur premier, sauf exception, pour tirer les leçons de votre expérience et engager un débat avec la profession des hôteliers et tous ceux qui ont travaillé sur ce domaine, en particulier vous, que je félicite, et que je félicite d'autant plus que
Vous êtes venu spécialement pour cette conférence. La fatigue des voyages aller et retour, je la comprends, mais vous l'avez prise en charge pour nous avoir présenté cet excellent échange. Je voulais dire au plus que nous allons terminer cette séance, la fin, dans 1 heure ou 2, par un projet de déclaration de cette rencontre. Donc, il faut que tous les amis soient là, parce que c'est un peu, comment dirais-je, la conclusion de cela, une conclusion qui n'est que provisoire. Merci, Madame la Présidente. La parole est à la salle. Bonjour. Oui. Iman Noa Azouzi, je suis de l'agence de formation dans le métier du tourisme. Et en fait, bon, j'aurai 4 questions, mais j'en poserai que 2. Alors, la première question, ça va s'adresser au professeur Helem Selleti, qui a parlé justement des ouvrages de cuisine. Et il y a un livre, je ne sais pas, moi j'en ai entendu parler, il y a un livre qui a été fait justement dans les années 20 par l'armée française concernant la cuisine tunisienne. J'aurais pensé justement le trouver parmi vos références. Je ne sais pas si... Merci pour l'information. Hein. Je ne l'ai pas croisé du tout. Hein. Je ne l'ai pas croisé. Hein. Voilà, j'ai une deuxième question pour professeur, non, pas n'importe, non, Frédéric, exactement. Vous avez parlé justement de la végétalisation aujourd'hui, et moi, la question que je voulais vous poser, c'est vrai que dans la cuisine française, les végétaux ne sont pas tellement considérés comme des produits nobles, c'est plutôt les viandes et différentes sortes de viande végétale vient par la suite. Ce qui est quand même un peu différent dans la cuisine, par exemple, tunisienne. Et est-ce que vous ne pensez pas que j'ai envie de dire la vague de végétariens, végétaliens, et justement de moins en moins de consommateurs de viande et quelque part de ce qu'on considère comme néfaste, entre guillemets, Merci. de consommation de la viande, ne joue pas un rôle dans ça? Si vous avez une référence précise de ce livre des années 20, j'aimerais bien. Je suis preneuse. Hein. Merci. Est-ce que c'est questions-réponses? Est-ce qu'on regroupe les questions et c'est comme... Pardon? Ben, ces 2 jours, en fait, on a fait une réponse, question-réponse, mais je pense que comme on est pris de court par le temps, on va regrouper quelques questions et on donne la réponse aux intervenants et intervenantes. C'est toi qui as un micro. Ah bon. Oui. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier le président pour la déclaration qu'il a faite, qui va effectivement dans le bon sens. Alors, j'ai une question pour Jacinthe Bessières. Hein. On s'est déjà rencontrés dans le cadre de l'association des FIMET, je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous avez évoqué la question de l'écotourisme, finalement, c'est-à-dire le tourisme durable, comme contribution à ce que j'appelle la nouvelle entreprise rurale. Et ma question, c'est, bon, aujourd'hui, le marché, il est segmenté, du tourisme, il est segmenté entre le tourisme de masse qui reste prépondérant et de loin, et puis cette niche qui se développe
qui est l'écotourisme avec la valorisation du patrimoine alimentaire. Donc la question est, quelle est votre vision justement de la montée en puissance de l'écotourisme? Et je parle évidemment de la France, mais ça a été évoqué pour la Tunisie, c'est le même problème. Hein, parce qu'on a ici aussi un tourisme de masse qui est hégémonique, et l'écotourisme est sur les fonds baptismaux, si je puis dire. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci pour toutes vos communications. J'ai une question pour Hela Msalati et une réflexion plutôt. Je voudrais avoir l'avis de Frédéric là-dessus. Pour Hela, je me demandais si le fait qu'il y ait une prédominance de juifs tunisiens ou non tunisiens, d'après ce que j'ai compris, dans les rédactions des ouvrages dont tu as parlé. Je me demandais si ça avait un rapport avec peut-être la place dans l'édition à l'époque, voilà, un lien comme ça. Et puis également peut-être d'intérieur-extérieur aussi, de regard un peu patrimonialisant parfois. Et une remarque sur ce que tu as dit, Frédéric, de la confiscation de la liberté du choix par le prix. Et je trouvais ça très intéressant. Et en même temps, je me disais, oui, mais alors, ce sont des gens qui ont énormément d'argent qui vont là. Donc, ce sont des gens qui ont énormément de choix et de liberté par ailleurs. Est-ce que, dans certains cas, la contrainte peut soulager, enfin, d'une certaine manière, avoir sa valeur? C'est la contrainte. On nous impose un plat unique, mais ça a une certaine valeur puisqu'il faut faire confiance au chef et on est pris en charge par quelqu'un d'hyper compétent. Donc, c'est pas très, on n'a pas besoin de choisir. Donc, c'est vraiment complètement parallèle, mais voilà, je trouve que ça justifie le prix. Si en plus il faut choisir, ça fait beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour vos présentations aux uns et aux autres. J'ai une question pratiquement pour tout le monde. Pour Cyril, est-ce que les étudiants choisissent des voies nouvelles? Est-ce qu'ils ont des stages qui permettent de se dire que la question du durable les préoccupe? Ça, c'est une question de prof qui est concernée un peu par le même genre de questions. Pour Jacinthe, j'avais une question sur le tourisme mangeur, mais aussi le producteur. J'ai bien compris qu'on était plutôt avec des urbains. Est-ce que tu as travaillé sur les néo-ruraux qui sont installés et est-ce qu'ils participent de cette production d'une nouvelle manière de produire, de présenter les produits? Et là, je fais un grand écart avec les travaux d'Anne Doquet qui a travaillé sur les Dogons du Mali et qui montre comment ils se mettent en scène à partir des travaux des anthropologues pour les touristes. Et donc, est-ce qu'il y a aussi tes travaux qui servent à cette mise en scène, comme les travaux de Virginia Millien, par exemple, en Norvège? Voilà. Ensuite, j'avais une petite remarque alors pour Ella sur... moi, j'ai rédigé un article qui s'appelle de Youssou N'Dour à Youssou N'Dour, ce chanteur sénégalais, autour des recettes de sa mère. Et j'ai fait un état des lieux, en fait, des livres de cuisine sénégalais. Et est-ce qu'il y aurait comment dire, des porteurs de parole tunisiens comme Youssou N'Dour qui permettraient de rendre cette cuisine tunisienne globale, cosmopolite? On le voit beaucoup en France avec les chefs africains. Il y a un festival Africa autour de la cuisine. Est-ce qu'il y a aussi ce type de choses sur la Tunisie? Et je crois que c'est tout. Frédéric, je crois que j'avais une question pour toi. J'en ai pas, mince. Bon, j'ai écoulé mon temps de parole, de toute façon. Je donne la parole à professeur Sinem Babi et on revient vers les intervenants et intervenantes. Si le temps le permet, je reviens à la question. J'ai juste une question pour elle, en fait. Dans tous ces livres de cuisine, je les connais, je les étudie, mais peut-être là, tu poses des problématiques différentes parce qu'on a des spécialités différentes. J'ai juste une question à te poser. Est-ce qu'il y a une différence entre l'écriture
masculine et la plupart des livres sont écrits par des hommes. Et le livre justement de Zeynep Karak, est-ce que tu remarques une différence entre l'écriture féminine et l'écriture masculine? Juste une remarque, j'ai fait une trouvaille que je mettrai à ta disposition. J'ai trouvé le carnet de recettes de l'école Sadiki, avec les recettes que le cuisinier de l'école Sadiki faisait aux internes. Alors, le projet d'écriture, quand je dis c'est des juifs tunisiens, oui, effectivement, hein, la plupart sont des juifs tunisiens, c'est des hommes qui ont écrit, qui ont commencé à rédiger et qui ont continué d'ailleurs à le faire. La preuve, c'est que les 2 derniers que j'ai cités, c'est le livre de Jacob Lelouch, les 2 livres, il en a même écrit 3, mais les 2 dont j'ai parlé, Tranche de vie et pain perdu et Lettres de noblesse de la gastronomie, c'est des juifs tunisiens, quoi, je veux dire, il n'y a pas photo. Mais il faut savoir aussi que, bon, j'ai lu pas mal d'articles et de livres sur la question, il y a quand même une quête identitaire qui est très forte aussi, hein, d'où leur présence dans cette littérature. Il y a une volonté de conserver en fait un patrimoine et de le transmettre. Et le mot transmission revient constamment, aussi bien dans ces ouvrages que dans l'ouvrage de André Zanamura, par exemple. Donc il y a ce souci de pérennisation, enfin, cette envie qui leur tient très, très à cœur et qu'on retrouve aussi dans la littérature tout court, pas uniquement dans la littérature, dans les livres de cuisine, parce que dans tous les récits de ces personnes-là qui sont, on sent cet attachement et même dans un récit, je veux dire, quel qu'il soit, il y a toujours un moment, le couscous boulette qui ressort. Vous avez qu'à aller voir du côté de Simone Boutboul ou de Fortuné Sarfati, quoi, il revient tout de suite. Bon, maintenant les moyens étant ce qu'ils sont, je pense que derrière aussi, je veux offenser personne, mais c'est vrai que dans l'édition, hein, l'argent est le nerf de la guerre, hein, et donc leurs moyens leur permettent effectivement de publier, d'éditer le livre de Zeytoun. Il y a une dizaine de couvertures différentes, hein. Il a connu des éditions à n'en plus finir, hein. Alors l'autre question, c'était par rapport à l'écriture féminine ou masculine. Non, je pense que les premiers ouvrages, c'était une façon aussi de perpétuer la mémoire. Donc on consigne, on écrit, on note. Mais ce que j'ai remarqué par contre, et qui revient aussi bien par exemple chez Kouki que chez Zeynep Karak que chez Haïdé Tamzali, ben voilà, maintenant vous faites des études, c'est très bien les filles, mais votre fonction première est de faire plaisir à votre cher mari. Donc, comme vous êtes trop plongé dans vos... nous sommes dans les années 60, hein, les filles vont en masse à l'école, hein, et donc voilà, pour pas vous perdre en chemin, voilà un petit carnet qui va vous être utile. Et donc ça, c'est un peu désolant, oui, mais bon, c'est assez, moi ça m'a amusé beaucoup plus qu'autre chose, hein, sachant que Zeynep Karak m'a été très utile à un moment. Bon, par rapport à la chanson, oui, ce serait génial, hein. Peut-être pas le répertoire classique, mais chez les jeunes rappeurs tunisiens, il y a des allusions, mais il y en a pas, mais il faudrait peut-être leur souffler aussi l'idée que oui, ça peut être un sujet, oui, qui est très porteur, oui, parce que l'alimentation parle à tout le monde, hein, d'autant plus que il y a la matière, quoi, je veux dire, entre couscous et pâtes et macaron, quoi. Il y a de la matière pour écrire de jolies chansons entre les deux, mon corps balance, effectivement, sachant que l'une détrône l'autre et vice-versa. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Merci Sihem pour les carnets Sadiki. Moi, je suis preneuse. Merci, Lola. Donc, la parole à Jacinthe. Oui, merci. Alors moi j'essaie de... Voilà, je crois que j'ai 2 questions. Donc celle de Jean-Louis Rastoin, effectivement, sur l'écotourisme. On s'était vu au sein de l'association Défimed. Alors, il existe un grand nombre d'appellations, on va dire, sur ces questions d'éco associées au tourisme, un tourisme responsable, durable, équitable, et j'en passe. L'agritourisme peut aussi rentrer dans ces modèles-là. Alors moi, ce que j'en pense effectivement, c'est qu'on est sur, dans tous les cas, des processus qui restent en marge
ou qui se construisent de manière alternative à un modèle plus dominant de production touristique classique, j'allais dire plutôt conventionnel, héritier des années 50 et des années 60. Donc aujourd'hui, on est sur des processus en construction qui relèvent de transition, d'une durabilité plébiscitée, qui sont aussi parfois plus du domaine, je dirais, de l'imaginaire, des représentations, que de réelles pratiques concrètes. Hein. On est quand même, semble-t-il, sur certains territoires, sur des niches encore de modèles qui ont du mal, je dirais, à se légitimer et surtout à construire un modèle économique viable et fiable. Donc, ce que j'en pense évidemment, c'est que je crois qu'il y a un gros travail de sensibilisation des populations à ce type de modèle. Et on est bien sur quand même des modèles pris en charge par des populations locales qui, là aussi, qui ont pris conscience ou qui, je dirais, ont pour objectif de montrer, de transmettre ce qui constitue leur identité. Et donc, je crois qu'il y a un travail de sensibilisation à faire, et y compris nous, dans nos formations, aussi, nos étudiants sont assez, s'attachent à travailler en termes de sensibilisation et de formation sur le local et en lien avec ces populations-là. Ça, c'était une première question. Puis alors, il y a la question de Chantal sur les néo-ruraux. Alors, effectivement, c'est vraiment en lien avec ce que je viens de dire sur ces modèles-là que nous avons étudiés plutôt en marge d'un système plus conventionnel. Ben, ce sont, je dirais, presque en majorité des gens venus de l'extérieur qui sont aussi à l'initiative de ces modèles-là, parce que je dirais que c'est en partant parfois que les prises de conscience se révèlent, et que alors on a des trajectoires et des biographies d'individus qui aujourd'hui se lancent dans la valorisation des patrimoines alimentaires extraordinaires, avec des gens qui ont tout lâché par ailleurs pour venir justement faire ressusciter soit un ancrage, soit des patrimoines en sommeil ou des héritages. Donc on a, enfin justement, les trajectoires de néo-ruraux sont tout à fait intéressantes à analyser. Et elles sont très prégnantes dans les stratégies de diversification agricole notamment. Est-ce que alors, on y travaille. Justement, on essaye. Alors, via justement, encore une fois, les étudiants, on espère que justement ceci s'enchaîne et fasse effet boule de neige. Une question. Désolée, Chantal. Pardon. Non, on a terminé les questions. Désolée. On en rediscute. Oui. Vous pouvez en discuter pendant la pause café. Merci beaucoup. Je donne la parole à Frédéric pour... Très, très court, et au risque forcément quand on fait cours de... Ah, il y a une main levée depuis tout à l'heure à distance. Peut-être si tu permets... Ah oui, oui. Il y a 4 micros. Nusseïba. Vous êtes là. Est-ce que, si vous ne m'entendez pas, est-ce que vous pouvez envoyer votre question par écrit, s'il vous plaît? Donc, je disais, je vais faire très court, au risque forcément quand on fait court de hacher un petit peu la réponse. Oui, par rapport à la première question sur la question du végétarien, végétalien, on peut rajouter flexitarien, vegan, etc. En fait, toutes ces parties, ce qu'on peut appeler sous le couvert de particularisme alimentaire, en fait, on peut le rattacher à un enjeu social qui effectivement peut être lu, cette question-là, et peut être lu aussi comme une certaine difficulté. C'est les travaux qu'a mis en lumière Jean-Pierre Poulet, mais la difficulté en fait à gérer la mort alimentaire. Mais peut-être plus récemment, la préoccupation croissante en fait sur le bien-être animal, qui peut aussi expliquer en partie cela. Mais il y a d'autres enjeux, je ne peux pas développer ici, qui probablement sont plus forts et qui expliquent le fait que la végétalisation soit croissante dans la gastronomie. Sur la remarque, j'ai parfois un peu peut-être à tort, ou en tout cas à faire, comment dire, quand je présente
quand je communique à utiliser des mots un peu forts pour, je dirais, un peu réveiller et puis susciter des questions. Quand j'évoquais la confiscation de la liberté de choix, il faudrait que je développe aussi, mais très court. C'est en fait ce qui caractérise un restaurant au sortir de la Révolution, c'est la liberté de pouvoir choisir. Choisir ses mets, choisir le prix, choisir avec qui on y va et quand on y va. Et en fait, mais la question, la remarque, elle est... Et en fait, on peut vouloir aller au restaurant, c'est pas uniquement que des catégories sociales supérieures ou ceux qui ont du prix. Il y a parfois aussi, en province notamment, des gens qui vont vouloir fêter l'anniversaire de papy et mamie, et donc vont faire une petite cagnotte, ils vont ramasser pendant l'année, et ils vont casser la tirelire, si je peux m'exprimer ainsi, pour aller s'offrir. Et donc, ça peut être juste le plaisir, alors pour eux, mais aussi le plaisir juste de prendre un plat et un dessert, sans nécessairement avoir 10 haltes à avoir à consommer. Donc, il y a ça, et puis effectivement, c'est aussi sur ce menu surprise, tu as raison de dire, ben, j'en ai marre dans ma vie, au quotidien, je dois faire des choix. Ben là, je vais au restaurant, je confie en fait, et j'ai confiance bien évidemment parce que c'est un 3 étoiles, et je confie en fait mon choix au chef, qui d'une certaine façon aussi, euh, à travers ce menu unique, c'est un menu aussi exclusif du jour, et j'ai la sensation de vivre une expérience unique qui est très dans l'air du temps. Oui, donc une question, je crois que c'était Chantal Crène, sur l'orientation, voilà, des plus jeunes et les choix d'orientation. Décortiquer un choix d'orientation, quel que soit le niveau de formation, c'est toujours compliqué. C'est-à-dire de savoir pourquoi, à un moment donné, un jeune a décidé de prendre une voie plutôt qu'une autre. Ce qu'on observe sur les formations professionnelles au métier de la cuisine, c'est qu'il y a une méconnaissance assez grande, voilà, des débouchés possibles. Alors bien sûr, on médiatise la grande cuisine à la télévision par les émissions de télé-réalité que vous connaissez probablement, et on prend des grands chefs, des 3 étoiles au guide Michelin, des meilleurs ouvriers de France. Donc cette haute couture de la restauration, on en parle beaucoup, mais ça représente sur 180 000 restaurants en France 0,00001% de là où on va aller travailler ensuite. Et par exemple, tout le secteur de la restauration collective est très méconnu. Et on a un mal fou à attirer des jeunes pour aller faire à manger dans les écoles, dans les hôpitaux et dans les restaurants, en restauration sur le lieu de travail. Voilà, donc si je regarde pour terminer les effectifs d'étudiants inscrits donc en CAP de cuisine, depuis le Covid, ça diminue. Et depuis 20 ans, on a un taux de féminisation qui progresse très légèrement. On est à peine à moins de 15% aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. On a épuisé nos 20 minutes. Merci à l'assistance. Je vous invite à la pause café qui va durer 15 minutes, c'est ça?